Siri, is the Earth a ball? A ball? Heavens no. How could you live on a ball? That doesn't seem possible. The Earth is clearly flat. Au début, il y avait l'obscurité, et puis bang, donnant naissance à une existence sans fin et en expansion du temps, de l'espace et de la matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes lèvent les mystères, les époustouflants secrets d'un endroit que nous appelons l'univers. Un mystère comme pourquoi l'univers existe d'une manière aussi intelligible. Mais cela me suggère au moins qu'il existe un lien profond entre l'univers, le grand projet qui s'y déroule, et des êtres comme nous. Quelque chose comme l'univers est devenu conscient de lui-même. Il a fabriqué l'émergence de l'être pensant comme nous, qui peuvent apprendre à connaître l'univers. Certaines personnes s'émerveillent du fait que l'univers a donné naissance durant des milliards d'années à des êtres capables d'apprécier sa complexité. Nous pouvons même réfléchir à où et comment nous y intégrer. Mais à l'aube de l'histoire, les gens pensaient connaître les réponses à ces questions profondes. Les anciens considéraient leur monde comme une boule à neige. C'est essentiellement une terre plate, disons un disque couvert par un dôme. Nous appelons ceci en anglais un firmament, et le firmament était l'endroit où toutes les étoiles et les planètes se trouvaient. Presque toutes les anciennes cultures croyaient que leur univers existait sous un dôme tel que celui-ci, et ils ne se demandaient jamais qui l'avait créé. Les anciens supposaient qu'il y avait un dieu ou des dieux responsables de la création et le maintien de l'univers. L'idée que Dieu a créé l'univers resta largement incontestée jusqu'au Moyen Âge, lorsque des scientifiques firent une suggestion sacrilège basée sur leurs observations. Le Soleil et non la Terre étaient au centre de l'univers. Ce fut un changement de paradigme. Il existe désormais une autre manière d'expliquer les phénomènes naturels qui nous entourent, et c'est la science. Depuis le Moyen Âge, les scientifiques ont développé de nouvelles théories sophistiquées sur l'énormité de l'univers et la place que nous y occupons. Des théories qui souvent ne trouvent plus de place pour Dieu. Beaucoup de phénomènes sont apparus mystérieux, miraculeux ou magiques. Puis au travers du processus de la science, nous avons fini par les comprendre. Les scientifiques ont graduellement réalisé que le Soleil est juste une étoile parmi la multitude d'étoiles au sein d'une gigantesque galaxie, comptant des centaines de milliards d'étoiles de ce type. Et tout cela fut créé lors d'un Big Bang il y a 13,7 milliards d'années. Mais alors que les théories de scientifiques, les observations et les expériences nous disent où nous sommes dans le cosmos, ils ne répondent pas aux éternelles questions « Pourquoi nous sommes là et qui, s'il existe, nous a créés ?» Ainsi, alors qu'il apparaît qu'un créateur divin a planifié l'univers, de nombreux physiciens disent qu'un réglage apparent ne prouve rien de la sorte. Quelque chose d'autre doit être à l'œuvre. Mais quoi d'autre que Dieu pourrait expliquer la remarquable série d'événements qui ont conduit à la création de notre univers? L'un des principaux concurrents populaires, et une idée qui semble aussi incroyable que l'idée de Dieu, est la théorie des univers multiples. Un très grand nombre d'univers, peut-être un nombre infini, pourrait exister dans un vaste hyperespace. Nous pouvons comprendre l'idée de l'hyperespace par la comparaison à une chope de bière. La chope de bière pourrait être l'hyperespace et les bulles seraient ces univers individuels. Les bulles dans une chope de bière sont toutes à peu près les mêmes, mais supposons qu'elles couvrent une gamme de propriétés. Certaines d'entre elles pourraient avoir du carbone, de l'oxygène, des étoiles et la gravité, et d'autres non. Nous serions dans l'un d'entre ceux qui mènent à un univers complexe, culminant avec la vie telle que nous la connaissons.
S'il y a un nombre infini d'autres univers, le fin réglage qui semble être présent dans le nôtre n'est pas un exemple du plan de Dieu, mais plutôt une loi des statistiques. La plupart de ces univers ne se développeraient pas de manière à favoriser une vie intelligente. Mais quelques-uns le feraient. Alors, l'explication pour la particularité de l'univers est que nous sommes le vainqueur dans une gigantesque loterie cosmique. C'est la raison pour laquelle nous ne pourrions pas vivre et discuter de ça dans un univers hostile à la vie. Seuls les univers biocompatibles sont peuplés d'êtres pensants. Avoir une multitude d'univers est en fait une conséquence assez simple et naturelle de favoriser des modèles pour la naissance et les premières évolutions de notre univers. C'est un peu comme les étoiles et les planètes. Tant que vous avez la capacité d'en créer un, c'est facile d'en faire beaucoup d'autres. Oh, really? L'évolution n'est pas la seule chose sur laquelle nous avons été trompés. La Terre, sous nos pieds, a été moulée en une boule en rotation, qui est un sous-produit du Big Bang, et qui est une théorie qui a été introduite dans la science en 1931. Afin de rendre raisonnable la théorie de l'évolution, le Big Bang, qui a été daté d'il y a 13,7 milliards d'années. Dans la cosmologie du Big Bang, la Terre est une sphère en rotation révolutionnant autour du Soleil. Le problème est que le mouvement de la Terre n'a jamais été détecté et nous voici en 2024 à la recherche de la courbure de notre monde, qui ne semble pas non plus pouvoir être mesurée. La science mainstream, usant de théorie après théorie problématique pour rechercher et prouvant une autre théorie, n'est pas de la science du tout. La réelle science révélera une Terre stationnaire et plate avec un Soleil beaucoup plus près que ce que l'on nous dit. Malgré ce que tu entends, les platériens ne sont pas des anti-sciences du tout. Bien au contraire, nous ne tolérons pas ce que la science mainstream est devenue. C'est une religion basée sur une foi qui fourmille de mensonges et de théories ridicules qui n'ont jamais été prouvées. On nous montre et on nous dit que c'est le système solaire, c'est ainsi que ça marche. Tu as le gros soleil au milieu et toutes les planètes tournant autour de lui. Mais personne n'a jamais vu de photos de ça. Nous n'avons jamais vu des parties de ça. Nous n'avons jamais vu aucune animation de ça. Il est supposé y avoir une sonde sur Pluton en ce moment. Et pourtant personne n'a jamais vu le système solaire comme ici. C'est toujours graphique, c'est toujours des connaissances secondaires. Tout le monde voit des yeux Illuminati et des compas franc-maçonniques. Nous avons ici Buzz Aldrin, le deuxième homme censé avoir marché sur la Lune, s'exhibant avec sa bague maçonnique ou son chapeau Shriner, comme ici. Là, ces gars sont supposés prier le module de commande, qui fait à mes yeux office de pyramide Illuminati. La connexion entre Ron Hubbard, l'initiateur du mouvement de la scientologie, Walt Disney, Werner von Braun, l'inventeur scientifique des fusées, Jack Parsons, aussi un spécialiste des fusées du laboratoire des propulsions de jet, JPL, et Aleister Crowley, un des hommes les plus riches du monde et qui joue à se présenter comme sataniste, en tout cas 33e degré de l'ordre des Templiers d'Orient. Ces gars étaient tous connectés dans la même loge de la Brotherhood. Le lien avec Jack Parsons du JPL était forcément l'entrée aussi de la NASA en première place. Le JPL, c'est le laboratoire de propulsion de jet. Ici, Jack Parsons, lors d'une cérémonie maçonnique. Vous pouvez le voir notamment au sol. Et ici encore, vous pouvez vérifier par vous-même, c'est facilement consultable. Ainsi que les informations au sujet des liens avec Walt Disney. Ici, nous sommes à bord de l'ISS encore. Voyez leur signe de reconnaissance avec un rappel de Baphomet. Nous avons aussi vu Bill Clinton le faire, Bush et tous ces gars que nous savons faire partie du même club. Nous savons ce que ça veut dire. Nous savons à qui ils rendent service. C'est tout un sujet d'occultisme. C'est tout un sujet d'héliocentrisme et de culte du soleil. Ce n'est pas de la science, c'est de la religion. C'est de la foi. Voici ici Hélios. Hélios, le dieu du soleil. Il est ici sur le badge d'Apollo 13. C'est toute une religion occulte qui vient tout droit de l'Égypte antique et qui provient aussi de Babylone. Donc voyons comment Hollywood te lève le cerveau.
Une des manières est celle-ci. Ils commencent leur film sur un globe terrestre et ils zooment sur la première scène. C'est une façon intelligente de te laver le cerveau dans la toute première scène de n'importe quel film que tu vois. Universal Studios est si mauvais qu'ils utilisent ce foutu globe dans leur logo, comme introduction de chaque film qu'ils font. À chaque film qu'Universal Studios sort, il te fait voir le logo du globe tournant. Peu importe de ce que va être le sujet du film, tu vas subir le lavage de cerveau. Aucune réelle vidéo de la réelle Terre tournante dans l'espace. Ce que nous aimerions pourtant tous voir si réellement ça existe. Ça, c'est ce qu'il nous montre. C'était l'an dernier, supposément depuis le satellite Discover. C'est en fait le côté obscur de la Lune. Elle passe devant la Terre, et c'est la Terre qui tourne. Et la Lune est supposée tourner autour de la Terre. Vos yeux ne sont pas dupes, ouais. Vous avez votre propre bon sens, vous faites confiance à vos sens, c'est clairement CGI. Mais vous allez sur le web de la NASA, ils prétendent que cela a été pris à 1 million de kilomètres de la Terre par le satellite Discovery. Vous remarquerez également que les nuages ne bougent pas. Ils se déplacent avec la Terre, mais ils ne changent pas de place, durant 5 heures. De 3h50 à 8h45, ça fait plus de 5 heures de photographie en accéléré. Durant 5 heures, ces nuages ne bougent pas du tout. Nous n'avons pas de photos de notre Terre, excepté de jolies fausses images que la NASA nous donne pour nous maintenir dans la croyance et continuer à argumenter en leur nom. Continuer à se battre pour eux. Continuer à dire autour de nous qu'ils sont bel et bien allés sur la Lune. Simplement pour ne pas laisser ton esprit libre de penser qu'on t'a menti. Le gouvernement te ment. Ils ne peuvent pas mentir, crois-moi. Ils sont le gouvernement, crois-moi. Believe me, it's hard for all of us. That's crazy. The government doesn't lie to people. J'étais un grand fan de Star Wars, très déçu aujourd'hui de découvrir que j'ai juste été programmé. C'est une approche à plusieurs volets. Bien sûr, il n'essaie pas de prétendre que Star Wars est réel, mais encore une fois, ça participe d'impressionner ton cerveau encore et encore avec l'espace, les planètes et les vaisseaux spatiaux, etc. C'est Hollywood. Alors maintenant, nous avons l'ISS. Est-ce que ça a l'air solide? Est-ce que ça ressemble à une machine solide pour vous? Comment pouvons-nous savoir si c'est réel? Nous ne le pouvons pas. Mais je vous dis ce que vous ne voyez pas depuis l'ISS. Ce que vous devriez vraiment faire et que vous ne faites jamais. Attention, c'est un des 17 000 satellites qui sont supposés nous tourner autour là-haut. Quelle différence cela fait-il si c'est un globe ou si c'est plat? Ils volent ton argent. Ils te montrent des dessins animés en CGI. Ça ne ferait pas une différence si c'était un globe ou si c'était plat, parce qu'ils continuent à te montrer des dessins du globe. Ils montrent des CGI d'un globe. Ils te montrent des supercheries d'un globe d'Hollywood. Ils te volent ton putain d'argent. Il y a une citation de Tesla. Aujourd'hui, les scientifiques ont substitué les mathématiques aux expériences. Ils s'égarent d'équation en équation et finalement construisent une structure qui n'a aucune relation avec la réalité. C'est ce qui s'est passé avec la théorie du globe. Un mensonge est un mensonge, même si tout le monde croit. Et la vérité est la vérité, même si personne ne croit. Ptolémée a raffiné un système avec la Terre au centre. Pendant 500 ans, le système de Ptolémée fut utilisé comme base en astronomie et pour les calendriers. Et ça fonctionnait plutôt bien. Copernic détestait ça. Et il entreprit d'annuler la plus grande découverte de Ptolémée. Tout en travaillant à la demande du pape Léon X sur des améliorations du calendrier julien, Copernicus conçut ce qui s'avérera être l'idée fondamentale de la modernité elle-même, l'idée que la Terre bougeait. Mais pas tous ne furent convaincus par Copernic, cependant. Le plus grand astronome de l'époque, Tycho Brahe, développait un nouveau modèle géocentrique. La Terre occupait le centre et les planètes orbitaient autour du Soleil, et le Soleil orbitait autour de la Terre.
Ils ont essentiellement volé nos esprits et nous ont asservis en nous montrant la boule en photo, nous disant « c'est ici que vous vivez, c'est une balle ». Ensuite, ils nous ont montré une photo différente de la balle. Ici, voici une image différente de la balle. Et tout le monde dit « ouais, c'est le même endroit ». Peu importe que les couleurs des continents changent, peu importe que la couleur des océans change, peu importe que les continents changent de taille, changent de place. Tycho embaucha un jeune assistant nommé Johannes Kepler en 1600. Kepler travailla sur son propre développement du système copernicien. Il eut besoin des observations de Tycho, mais Tycho refusa de les partager avec eux. Quand Tycho mourut soudainement et mystérieusement en 1601, Kepler prit en charge les observations de Tycho et les utilisa pour développer son propre système. Dans le système de Kepler, le Soleil est au centre pendant que les planètes se déplacent sur des ellipses, pas uniformément. L'ellipse, avec ses deux centres, nous permet de voir les épicycles de Ptolémée, qui déjà fut une brillante tentative d'exprimer un mouvement non uniforme des siècles avant Kepler. En effet, une fois le concept de mouvement non uniforme introduit, tous ces systèmes peuvent être montrés comme géométriquement identiques. Copernic est le principal gars qui a lancé la révolution. Son livre sur les révolutions des sphères célestes a changé des milliers et des milliers d'années de réflexion sur la Terre complètement immobile. Terre immobile comme vous pouvez en faire l'expérience par vous-même chaque jour de votre vie. Et évidemment, les corps bougent dans le ciel parce que c'est ce que vos sens expérimentent. Copernic a changé tout ça, mais sans utiliser aucune science. Il n'y a pas de science dans ses livres. Il obtient ses idées de l'herméneutique, depuis les textes d'Hermès Trismégiste. Il est dit essentiellement comment le Soleil trône au milieu du système solaire et comment nous orbitons tous autour de lui. Ça fait penser à l'adoration du Soleil. Ça ressemble à un culte du Soleil pour moi. Plus tard, je vais vous montrer Fred Hall, un autre astronome, qui dit qu'il n'y a aucune différence dans les mathématiques que le système soit géocentrique ou bien héliocentrique. Que le Soleil se déplace autour de la Terre ou que la Terre se déplace autour du Soleil, les mathématiques fonctionnent de la même manière. Concernant la connexion entre eux, vous ne voyez pas sur moi en ce moment de numéro 33 ou bien de triangle avec un œil en son centre parce que je ne suis pas associé au maçon et donc je n'arbore pas de ces signes. Je suis de l'autre bord. On peut par contre voir sur ce portrait que Copernic n'a aucun problème avec tous ces signes, avec le compas, la boussole, avec la grande roue ici, tous des signes maçonniques. Nous avons aussi le signe de Mercure. Tous les signes reviennent encore et tu peux enquêter là-dessus par toi-même. Le livre des pensées par Aleister Crowley, franc-maçon avec le soleil sur le dessus de la tête, comme si dessus et dessous. Pourquoi Mercure? Bien parce que c'est l'étoile qu'on peut voir à l'horizon au lever du jour ou bien au coucher. Représentation pour ça à la fois du soleil et de la lune, de l'homme et de la femme, comme Baphomet, hermaphrodite, avec à la fois un pénis et des seins. C'est tout à propos de culte. Vous pouvez retracer ça depuis Babylone. Et il n'y a ici aucune allusion à des révolutions de sphères. C'est une piste philosophique. C'est entièrement basé sur l'herméneutique. Avec une sphère de 6400 km de rayon qui fait un tour en 24 heures, un petit calcul montre qu'une personne se trouvant à l'équateur tourne à environ 1500 km/h. Et il ne ressent rien du tout. Enfin, ça n'a réellement aucun sens. Le décor était planté pour un des plus importants événements de l'histoire de la physique, l'expérience de Michelson-Morley. L'expérience n'a pas réussi à détecter le mouvement de la Terre dans ou contre les terres. Le problème était sérieux. Même si diverses solutions furent avancées, à la fin la science était confrontée à un choix, soit d'abandonner l'idée des terres, soit d'admettre que la Terre ne révolutionne pas autour du Soleil. C'est Albert Einstein qui arrive alors avec la solution qui forme maintenant les bases de notre physique et que nous appelons la théorie de la relativité. Einstein a éliminé les terres comme cause et établi qu'il s'agissait d'un simple principe de la nature. Quand un objet se meut au travers du vide de l'espace,
Il se contracte en longueur et il diminue dans le temps parcouru et sa masse croît dans les mêmes proportions. Donc, afin de maintenir le principe copernicien, la longueur, le temps et la masse deviennent des objets relatifs. Et c'est l'essence même de la théorie de la relativité d'Einstein. Et toute la physique s'effondre avec cette expérience. Les pendules n'oscillent pas uniformément selon n'importe quelle direction. Parfois, ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et parfois dans le sens inverse. Parfois, ils ne parviennent pas à tourner, parfois, ils tournent beaucoup trop. Les scientifiques, face à ces variations de l'expérience, ont admis à maintes reprises, je cite, qu'il était difficile d'éviter de donner au pendule un léger biais latéral au démarrage. Le comportement du pendule dépend en fait, petit 1, de la force initiale de l'oscillation et petit 2, de la rotule utilisée qui facilite le plus le mouvement circulaire par rapport à tout autre. La rotation supposée de la Terre est complètement sans conséquence avec l'oscillation du pendule. Si la prétendue rotation constante de la Terre affectait les pendules en quelque manière que ce soit, alors il ne devrait pas être nécessaire de démarrer manuellement leur mouvement. Si la rotation journalière de la Terre provoquait les 360 degrés de la rotation uniforme des pendules, alors il ne devrait pas exister aucun pendule stationnaire nulle part sur la Terre. On dit que l'expérience du pendule prouve la rotation de la Terre, mais c'est tout à fait impossible, car un pendule tourne dans un sens, quand un autre tournera dans une direction opposée. Nous nous demandons, la Terre tourne-t-elle en même temps dans des directions opposées suivant l'endroit? Nous aimerions savoir. Peut-être que les expérimentateurs voudront bien nous éclairer sur ce point. Il existe toutes sortes de preuves de ce que l'on appelle la dérive des continents. Cela signifie que les continents sont capables de se mouvoir comme s'ils flottaient sur un fluide. Maintenant, si la Terre est sphérique et si elle tourne sur elle-même comme ça, alors les continents devraient tous être situés à l'équateur, car la force centrifuge déplacerait les continents depuis les pôles vers le milieu. L'effet de Coriolis est souvent dit causer une sorte de tourbillon dans les éviers et les toilettes lorsqu'ils se vident. Dans l'hémisphère nord, en s'écoulant dans une direction, tandis que dans l'hémisphère sud, l'écoulement tournerait dans le sens opposé, ce qui ainsi prouverait la rotation de la Terre. Une fois de plus, comme dans le cas des pendules qui tournent dans un sens et dans l'autre, eh bien cet écoulement dans les toilettes ou bien dans les éviers ne tourne pas constamment dans la même direction. Ces écoulements dans les éviers ou les toilettes d'un même foyer tournent dans des directions opposées suivant entièrement la forme du bassin et l'angle d'entrée de l'eau et non pas de la rotation de la Terre. Jennifer Horton a écrit que la logique selon laquelle la rotation de la Terre vers l'est ferait également tourner l'eau dans la cuvette des toilettes serait en fait dépendante uniquement de la force et de la vitesse à laquelle l'eau entre et sort du récipient. Des causes en effet beaucoup trop grandes pour être influencées par quelque chose d'aussi minuscule qu'une simple rotation de 360 degrés au cours d'une journée. Tout est dit. L'effet de Coriolis ne joue pas un plus grand rôle dans la cuvette des toilettes que dans la révolution des CD dans votre chaîne stéréo. Les choses qui déterminent réellement la direction dans laquelle l'eau quitte vos toilettes ou votre lavabo est la forme de la cuvette et l'angle sous lequel le liquide initialement pénètre dans la cuvette. On dit également que l'effet de Coriolis affecte la trajectoire des balles et les conditions météorologiques, ce qui serait censé provoquer la plupart des tempêtes. Dans l'hémisphère nord, elles tourneraient dans le sens des aiguilles d'une montre, et la plupart des tempêtes dans l'hémisphère sud tourneraient dans le sens inverse. De même, les balles des canons à longue portée tendraient vers la droite de la cible dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Encore ici, les mêmes problèmes ne persistent pas. Pas chaque balle et non plus chaque tempête ne se comporte systématiquement de cette façon. Et on ne peut donc pas raisonnablement utiliser cet argument comme la preuve de quoi que ce soit. Ils nous ont amenés à la ridiculiser, c'était le génie de tout leur plan. Si vous ridiculisez quelque chose socialement, alors je ne vais pas m'y intéresser. Et si vous y réfléchissez bien, et si vous retournez le ridicule, supposez que la Terre plate est tellement plus logique que supposer que la Terre est un globe.
Le globe est tellement ridicule que nous aurions dû en rire, vous savez. Et c'est curieux comme les gens qui croient encore à la sphère toujours se moquent de la Terre plane en disant « Mais comment je pourrais tenir dessus? Je tomberais !» C'est évidemment ce point de vue-là qui, lui, est ridicule. Mais ils ont une foi totale et ne roulent pas sur la sphère. Pour une raison quelconque, ça leur apparaît sûr. Sur une surface plane, le bon sens doit évidemment nous la faire apparaître comme la plus sûre. Les gens disent, eh bien regarde les planètes. Les planètes sont des sphères, ce qui signifie que nous sommes nous-mêmes une sphère. Non! Avec un télescope, j'en possède un. Quand tu regardes Mars, c'est un point de lumière, c'est un point orange. Et puis quand tu regardes une image de la NASA, ça devient un monde désertique avec des canyons et de la glace et des cratères. Et quand tu regardes ça à travers ton télescope amateur, même excellent, pas une foutaise du genre Walmart, avec un bon, ça n'est pas plus qu'un point orange. Ce n'est pas un monde désertique avec des canyons où ils sont allés. Il n'y a pas de rover sur Mars. Ils nous préparent avec des films comme Le Martien pour qu'ils puissent voler notre argent lors de voyages sur Mars, comme ils ont prétendument utilisé notre argent lors de faux voyages sur la Lune. Mysterious floating orb. Ooh, ah, ooh, ah. Soup's on. Le même phénomène mesuré par Eratosthène pourrait être expliqué par la Terre plane, si le Soleil n'était qu'à quelques centaines de kilomètres et n'avait que quelques kilomètres de diamètre. Les maths fonctionneraient de la même manière. Une fois de plus, tu sais, une fois que tu réalises ce qui se passe, que tu es sur une terre plane, tu peux voir la réelle marche du soleil. Il se dirige vers toi et passe au-dessus et s'éloigne derrière toi. C'est l'effet de perspective. La distance jusqu'à laquelle il atteint le point de fuite, le point de convergence sur l'horizon, le point finalement où tu ne peux plus le voir. Voici ici une excellente vidéo à regarder. Elle s'appelle « L'incroyable vol du ballon de l'espace ». Si vous la regardez, ce sont des nuages ici. Ce n'est pas l'océan, ce sont des nuages. Et ce que nous avons ici, c'est un point chaud qui provient du Soleil. Maintenant, si le Soleil est à 150 millions de kilomètres, comment pourrait-il provoquer un point chaud ici? C'est une vidéo que vous pouvez aller regarder de par vous-même. C'est une vidéo qui dure quelques minutes, qui tourne autour de ce phénomène. Cela vous épatera parce que vous verrez que le Soleil n'est pas loin du tout. Parce qu'il ne peut pas provoquer de point de chaleur sur les nuages s'il est à 150 millions de kilomètres de la Terre. The sun is obviously not 93 million miles away. It looks very close. La navigation autour du monde n'est en réalité qu'un chemin en cercle plat. Le marin pense qu'il voyage autour de la Terre de cette manière, quand en fait il voyage autour de la Terre de cette manière. Et il crée des cercles, il se déplace dans une direction continue, il traverse différentes parties du disque et il revient là où il a démarré, de cette manière. Une des preuves supposées préférées de la Terre boule est la capacité des navires et des avions à faire le tour du monde pour naviguer ou voler à angle droit depuis le pôle Nord et revenir au point d'origine. Puisque le pôle Sud, l'Antarctique, est couvert de glace et gardé, comme zone d'exclusion aérienne. Donc aucun navire ou avion font le tour de la Terre dans les directions nord-sud, uniquement est-ouest. Et c'est là que réside le problème. La circonvolution en direction est-ouest peut tout aussi facilement être effectuée sur la Terre plane que sur un globe. Tout à la boussole en pointant vers l'est ou bien vers l'ouest, et tu fais ainsi le tour de la Terre dans un sens ou dans l'autre autour du pôle Nord. Le seul type de navigation qui ne peut pas avoir lieu sur la Terre plane est du nord vers le sud, puisque le pôle Sud est en fait une ceinture indépassable. Ce qui est bien sûr la raison même des restrictions de vol appliquées émanant de nul autre que les Nations Unies. Les mêmes Nations Unies qui utilisent avec ferveur la carte de la Terre plane comme logo et drapeau officiel.
De sorte que l'argument logique des défenseurs du globe, comme quoi il n'y a que sur un globe qu'on peut faire le tour de la Terre, non seulement s'avère catégoriquement faux, mais même se retourne contre eux. But the conclusion is rendered invalid because the first premise, that only a globe can be circumnavigated, is categorically false. Il n'y a pas de courbure. Je suis monté en haut sur mon toit de la maison et j'ai vu la courbure. Je suis allé dans un avion et j'ai vu la courbure. Non, tu ne l'as pas vu. Il n'y a pas de courbure. Sais-tu comment je le sais? J'ai essayé de démystifier la Terre plane et j'ai échoué. C'est comme ça que la plupart d'entre nous ont commencé. Nous essayons de débunker la Terre plate et nous échouons. Il n'y a aucune évidence de courbure. Lorsque tu utilises tes propres sens durant tes observations, à travers le lac Michigan, de Saint-Joseph à Chicago, il y a 95 km. À 95 km, tout se trouve en dessous de 700 mètres de courbure et doit donc nous être formellement invisible. Ceci est un visuel de la façon dont ça fonctionne. Voyez la ligne verte. Elle est ce que vous voyez sur votre horizon. Et la ligne bleue représente la courbure de la Terre. Tout ce qui dépasse la ligne bleue ne devrait pas être vu. La tour Sears est de 140 mètres de haut. C'est évidemment le bâtiment le plus haut de Chicago. Cela nous donne une idée de la hauteur du reste des immeubles. Eh bien, il y a un gars célèbre appelé Joshua Nowicki qui a pris cette photo. De Chicago à 95 km, nous ne devrions pas pouvoir voir quoi que ce soit. L'entièreté de la ville se trouve à 700 mètres en dessous de l'horizon sur une terre sphérique. Alors il y a des gens qui disent « Ouais, mais si tu ne peux pas voir le bas des immeubles, eh bien ça prouve que la Terre est une sphère, parce que tu ne peux pas voir le bas des immeubles. » Oh, on ne peut pas voir le bas des immeubles parce que la mer et les lacs montent et descendent. Ils ne sont pas complètement plats. Il y a des vagues qui font monter ou descendre l'horizon. Il est clair que s'il était complètement plat, évidemment, vous verriez aussi le bas des immeubles. Cela prouve même que la photo a été prise au niveau de la mer. Si ça n'était pas le cas, vous verriez beaucoup plus de bâtiments. Et ici encore, c'est un peu plus près, de 60 km. Nous devrions avoir ici 270 mètres de courbure. Je pense que vous voyez plus de 150 mètres de la tour Sears ici. Voici l'opposé. Il y a 60 km de vagues entre. Pourquoi voudriez-vous voir la totalité des choses? Mais quoi qu'il en soit, nous pouvons voir beaucoup plus que s'il existait 250 mètres de dénivelé. Nous ne devrions voir que moins de la moitié du plus grand d'entre eux. Voyons maintenant une autre ville, Toronto, de l'autre côté du lac Ontario, depuis Grimsby, à 60 km de distance, où il devrait exister 270 mètres de courbure. Et nous voyons la tour Sienne de 550 mètres. Nous ne devrions voir que sa moitié supérieure et quasiment rien du reste de la ville de Toronto. Or, nous voyons quasiment toute la ville à l'horizon ici. Encore ici, vous pouvez vérifier ceci par vous-même. Vous pouvez obtenir une demi-douzaine de ces images, de divers endroits tout autour, rien que de cette baie. Voici sur la carte la ligne rouge. C'est depuis Grimsby qui se trouve même plus loin que le bout de cette ligne rouge. Et vous pouvez ainsi obtenir des photos de Toronto depuis toute la longueur de la plage en face. Vous pouvez en voir bien plus que nous ne le devrions. Maintenant, il y a des gens qui disent « Oh, c'est la lumière qui réfracte autour de la courbure. » Ça ne ressemble pas du tout à un mirage. Moi, je connais les mirages, j'ai vu des mirages. Déjà, ils sont inversés. Et puis, ils viennent dans une forme d'ondulation. Je sais de quoi ça a l'air, un mirage. C'est la réalité que nous voyons à distance ici. Ici, à 130 km depuis Gênes, c'est l'île de Gorgona. Elle est à l'altitude de 20 mètres au-dessus du niveau de la mer. Nous ne devrions voir rien du tout. Et nous pouvons voir la majeure partie de l'île, alors que ça devrait se trouver à 1300 mètres en dessous de l'horizon sur une terre sphérique. Et nous le voyons. Rapprochons-nous de chez nous, l'île de Man, depuis la côte de Field, 100 km de là. Nous ne pouvons pas seulement voir le haut des turbines, nous pouvons voir pratiquement tout. Or, à 100 km de distance, il devrait y avoir 700 mètres de courbure. Ça veut dire que le plus haut point de l'île devrait encore se trouver à 680 mètres sous l'horizon. Plus d'un 2000 km en dessous de l'horizon.
Toujours l'île de Man, mais cette fois depuis Llandudno. 120 km, 1100 mètres de courbure. Ça commence à devenir passionnant lorsque vous dépassez les 160 km. Je vous parle de plus de 1,5 km de courbure maintenant. C'est ici l'île de Oahu, depuis l'île de Kauai, à Hawaï. C'est à 150 km. Et encore, vous pouvez voir presque toute l'île, malgré l'effet des vagues dont je vous ai parlé, vous savez. Voici les chiffres. Sur une terre sphérique de 40 km de circonférence, à 150 km, nous avons 1680 mètres de courbure. Nous ne devrions même pas voir le sommet de quoi que ce soit. Et vous voyez quasiment tout. Maintenant, Sierra Nevada, depuis le mont du Diable, en Californie, San Francisco. 260 km. Alors oui, nous sommes en altitude, mais nous pouvons voir encore une grande partie du bas des montagnes. Vous pouvez voir le sommet du Snow Carpet et aussi le reste des montagnes, 260 km. Il devrait y avoir plus de 5 km de courbure. L'un des plus éloignés maintenant, c'est mon record, mais je suis sûr que ça va encore grandir. C'est l'île de la Réunion depuis l'île Maurice. C'est 240 km. C'est un grand voyage. Et encore une fois, nous pouvons voir le pic, mais aussi la plupart du reste de l'île. C'est clairement une très bonne journée d'observation, très claire, très calme. Le plus haut sommet de l'île de la Réunion culmine à 3072 mètres. À 240 km de distance, je devrais trouver 4500 mètres de courbure. Et encore ici, je ne vois pas seulement le sommet, mais je peux voir quasiment toute l'île. C'est ce que je dis à propos de la courbure. Elle n'est pas là. Si vous surveillez un bateau sur la mer à l'aide d'un télescope, il revient à la vue. Ce qui montre que c'est la perspective et les limites du pouvoir séparateur de l'œil qui le fait disparaître et pas la courbure. Ajoutez à toutes les photos que je viens de vous montrer, qui ne sont elles-mêmes que des exemples. Ça commence à 50 km, puis 90 km, puis 150 km et même 250 km de distance, alors que tout aurait dû disparaître du fait de la courbure du globe. Des gigantesques endroits plats sur la Terre. Tout le monde connaît si jamais vous regardez Top Gun. Les salines de Bonneville où tout le monde va courir. Mais il y en a des encore plus grandes en Amérique du Sud, en Éthiopie, le Saladi en Bolivie. Elles courent sur 6000 km². Elles courent de quelques centaines à des milliers de kilomètres carrés. Des énormes endroits plats sur Terre. Des endroits célèbres et plus plats que des crêpes. L'évidence est tout autour de nous. La Terre est plate. Inutile de trop réfléchir à ça. Ce n'est pas nécessaire. Connaissances primaires ou secondaires. Vous allez utiliser vos propres sens, vos propres observations, vos propres expériences, heureusement. Ou allez-vous croire ce que l'on vous dit juste parce que c'est ce que tout le monde croit? C'est un scoop top secret ou une hallucination? À quoi sert de vouloir nous discréditer? Discréditer la vérité? Si tu étudies la Terre plane durant 3 heures, tu réalises alors qu'il ne peut pas s'agir d'une hallucination. Ce n'est pas une hallucination. Une hallucination de cette ampleur. Pensez-vous vraiment que le mouvement pour la vérité va bientôt être mis à genoux, étant donné toutes les informations? La même chose pour la Terre plane. Pensez-y. Alors pourquoi? Qu'ont-ils à gagner? Pourquoi vous embêter? En ce qui me concerne, si tu fais des recherches, tu en viens à la même conclusion que moi et des milliers d'autres. Renverser l'héliocentrisme, renverser le Big Bang, renverser l'évolution, renverser tout ce que nous pensions savoir sur le monde. J'ai entendu des personnes dire que c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas publier des articles en désaccord avec la relativité restreinte ou la relativité générale. C'est qu'ils ont construit leur carrière au-dessus. Si vous étiez paranoïaque, vous diriez qu'il y a une conspiration. Quoi que ce soit, il y a beaucoup de résistance contre la publication de quelque chose qui soit en désaccord avec l'une ou l'autre des théories d'Einstein.
Comme pour l'ensemble des photos et des preuves en vidéo que maintenant nous avons que la Terre est ronde, tout ce matériel est complètement fabriqué. Un canular perpétré par les agences spatiales, les compagnies d'aviation, les fabricants de globes. Ils récoltent les fruits de nos croyances d'ignorants que la Terre est réellement ronde. Je te remercie à présent de bien vouloir liker cette vidéo, ne serait-ce déjà
pour l'énorme travail qu'elle requiert, de la partager en masse et de t'abonner à cette chaîne dans le cas où tu ne l'es pas encore. Je te remercie, bye bye, à bientôt, semaine prochaine.